Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans les archives du Dealey Plaza Echo. Ah oui, le Dealey Plaza Echo. Exactement, une revue britannique, passionnée par l'affaire JFK pour dénicher des infos fascinantes et peu connues sur l'assassinat de Kennedy. Figure-toi qu'on va explorer une possible tentative d'assassinat à Chicago. Hmm. Quelques semaines avant Dallas et l'histoire troublante d'un certain Thomas Vallee, un ex-marine qui ressemblait étrangement à Oswald. Ce qui est vraiment captivant dans ces numéros du Dealey Plaza Echo, c'est qu'il soulève la possibilité qu'un attentat contre JFK ait été déjoué à Chicago juste avant Dallas. On y découvre des informations troublantes sur un voyage présidentiel annulé à la dernière minute et des menaces sérieuses qui planaient sur Kennedy. Attends, un attentat déjoué à Chicago. Ouais. J'avoue que je n'avais jamais entendu parler de ça. Raconte-moi. Imagine le 2 novembre 1963, JFK de SFK devait se rendre à Chicago pour un match de football au Soldier Field. Tout était prêt, les fans attendaient avec impatience. Ouais. Et soudain, le voyage est annulé. C'est vrai que c'est bizarre. Une annulation de dernière minute comme ça, il devait y avoir une raison sérieuse. Exactement. Et le Dealey Plaza Echo révèle que les services secrets avaient reçu deux menaces distinctes. La première évoquait un commando de 4 hommes armés prêts à tirer sur le cortège présidentiel entre l'aéroport d'O'Hare et le Soldier Field l'itinéraire, passé par une zone industrielle avec des virages serrés des points en hauteur. Bref, un scénario idéal pour une embuscade. On comprend mieux pourquoi la sécurité était aux aguets. Et la deuxième menace. Elle concernait un certain Thomas Vallee. Ce qui est troublant, c'est que ce Vallee était décrit comme physiquement très proche d'Oswald Ah oui? et tenait des propos virulents contre le gouvernement. Il possédait plusieurs armes, dont des fusils M1, le même type que celui utilisé à Dallas, et avait même dit à des proches qu'il ne travaillait pas le jour de la visite de Kennedy. Assez inquiétant, non? Disons que ça met la puce à l'oreille. Mais est-ce que le journal explique pourquoi Kennedy a finalement annulé son voyage? On peut imaginer que ces menaces ont joué un rôle. C'est là que le mystère s'épaissit. Officiellement, on a parlé de l'assassinat de Diem au Vietnam et d'un rhume de Kennedy. Mais franchement, ces raisons paraissent un peu légères, surtout que les préparatifs étaient bien avancés et que le président devait arriver sous peu. Le Dealey Plaza Echo souligne que les services secrets avaient déjà arrêté 2 suspects en lien avec la menace du commando. Du coup, on se demande vraiment quel rôle jouait Vallee et pourquoi l'annulation a été si soudaine et mal expliquée. C'est vrai que c'est étrange. On dirait qu'on nous cache quelque chose. Mais ce Thomas Vallee, il est vraiment aussi semblable à Oswald que ça. Le nombre de similarités entre leurs vies est assez incroyable. Les deux étaient d'anciens marines, tous les deux passionnés de photographie, avec des personnalités un peu troubles et une fascination pour les armes à feu. C'est d'autant plus étonnant quand on sait qu'ils n'ont aucun lien de parenté. 2 gouttes d'eau. Alors, le journal nous dit plus sur le parcours de ce Vallee. Absolument. Il a servi en Corée où il a été blessé à la tête au combat. Il a suivi des formations en lithographie et en photographie, et il aurait même eu des liens avec la CIA. On dirait presque une version alternative de la vie d'Oswald. Attends, une minute de lien avec la CIA. Ça devient vraiment intriguant. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce Vallee après les menaces contre Kennedy? Figure-toi qu'il a été arrêté le 2 novembre 1963, le jour même de la visite prévue de Kennedy pour une infraction routière et port d'armes dissimulé. Et devine ce que la police a trouvé dans sa voiture. Des munitions pour un fusil M1, le même type d'arme que celle retrouvée au Texas School Book Depository à Dallas. Incroyable. Des munitions pour M1 retrouvées chez un sosie d'Oswald arrêté le jour où JFK devait se rendre à Chicago. C'est beaucoup trop de coïncidences pour que ce soit un hasard. Et le Dealey Plaza Echo creuse encore plus loin. Il mentionne des rumeurs qui circulaient à Chicago selon lesquelles Vallee, ou du moins sa voiture, aurait été aperçue à Dallas le jour de l'assassinat. Des journalistes auraient même enquêté sur sa plaque d'immatriculation qui aurait été signalée dans la région. Attendez, il y a donc une possibilité que Vallee ait été appliqué à Dallas. C'est ce que certains pensent. Mais le FBI a rapidement démenti ces allégations, affirmant que Vallee était bien à Chicago le 22 novembre. Difficile de savoir qui croire. C'est vrai. Des rumeurs, des démentis, tout ça est bien mystérieux. Mais si on admet que Vallee était le pion d'un complot à Chicago, ça veut dire qu'il y avait peut-être un plan de rechange si le premier attentat échouait. Et si Dallas n'était pas la seule cible. C'est une hypothèse que le Dealey Plaza Echo ne rejette pas. D'autant plus qu'il met en avant un autre élément troublant la possibilité qu'Oswald n'ait pas été présent à son travail au Texas School Book Depository le 20 novembre 1963, soit 2 jours avant l'assassinat. Oswald absent du TSBD. Mais comment c'est possible?
Il y avait des témoins qui l'ont vu là-bas ce jour-là. Oui, mais le journal présente des témoignages contradictoires. Mary Dowling, une serveuse du restaurant Dobbs House, affirme qu'Oswald n'est pas venu prendre son petit déjeuner habituel ce matin-là. Elle l'aurait vu plus tard dans la matinée dans un état d'agitation inhabituel. D'un autre côté, certains employés du TSBD, dont son superviseur, affirment avoir vu Oswald examiner des fusils ce jour-là. C'est comme s'il y avait deux Oswald. On entre dans une dimension parallèle, non? Et c'est là que le Dealey Plaza Echo évoque la théorie d'un sosie d'Oswald, un agent double du KGB infiltré aux États-Unis pour piéger le véritable Oswald. Cette théorie défendue par l'avocat britannique Michael Eddowes s'appuie sur plusieurs incohérences dans le récit officiel, et notamment sur l'exhumation du corps d'Oswald en 1981. Une exhumation. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de si important? Lors de l'exhumation, on a constaté des incohérences, notamment l'absence de traces de craniotomie sur le crâne, alors que le médecin légiste qui avait pratiqué l'autopsie avait pourtant réalisé cette intervention. Un élément qui accrédite la thèse d'un faux Oswald enterré à la place du vrai. Ah non, si c'est vrai, ça veut dire que l'homme abattu par Jack Ruby n'était pas Oswald, mais son sosie. Mais alors, où était le véritable Oswald le jour de l'assassinat? Le journal n'apporte pas de réponse définitive à cette question. Mais il mentionne un incident étrange survenu le 20 novembre, le jour où Oswald aurait été absent du TSBD. Des témoins affirment l'avoir vu monter dans une Dodge noire avec un homme et une femme en direction de l'aéroport de Redbird au sud de Dallas. Un aéroport, Oswald aura pris l'avion ce jour-là. Mais pourquoi? Pas vraiment. D'après les témoignages, il aurait plutôt rencontré le propriétaire d'une compagnie d'aviation, Wayne January, pour louer un petit avion. Cet avion devait être prêt à décoller l'après-midi du 22 novembre, le jour de l'assassinat. Un avion loué le jour de l'assassinat, ça devient vraiment troublant. Est-ce qu'Oswald prévoyait de fuir Dallas? Difficile à dire. Mais ce qui est étrange, c'est que le FBI a essayé d'étouffer cette affaire en modifiant la date de la rencontre entre Oswald et January dans son rapport. On se demande pourquoi ils ont fait ça. Encore une fois, on dirait qu'ils essaient de nous cacher quelque chose. Mais bon, on s'éloigne un peu de Thomas Valley. Est-ce qu'il a parlé de son arrestation à Chicago et de ses liens supposés avec l'attentat de Dallas? Oui, le Dealey Plaza Echo mentionne qu'un journaliste, Edwin Black, a retrouvé Valley en 1975 et l'a interrogé sur les événements de novembre 1963. Valley a confirmé son arrestation à Chicago et la découverte de munitions dans sa voiture. Mais il a nié avoir proféré des menaces contre Kennedy, affirmant avoir été piégé par des personnes au courant de ses liens avec la CIA. Piégé par la CIA. Mais pourquoi? Valley pensait que son arrestation était liée à sa participation à l'entraînement de Cubains anticastristes pour le compte de la CIA. Selon lui, certains au sein de l'agence auraient voulu le faire accuser à tort de l'attentat contre Kennedy. C'est une théorie assez incroyable. Difficile de savoir si Valley dit la vérité, mais son histoire est fascinante. En effet. Et le Dealey Plaza Echo souligne les parallèles troublants entre Valley et Oswald. On dirait qu'ils ont été manipulés par les mêmes forces obscures, comme des pions sacrifiés dans un complot bien plus vaste. Deux hommes, deux destins tragiques liés par le mystère de l'assassinat de JFK. C'est captivant, mais on a l'impression d'avoir encore plus de questions que de réponses. C'est la nature même de cette affaire. Chaque nouvelle information soulève de nouvelles interrogations. On est plongé dans les méandres d'un complot aux ramifications complexes. Bon, et alors? On fait quoi de tout ça? Valley était-il juste un sosie d'Oswald, victime d'un concours de circonstances, ou bien était-il un acteur clé d'un complot visant à éliminer Kennedy? Difficile de trancher avec certitude. Mais d'après les informations du Dealey Plaza Echo, Thomas Valley n'était pas un individu ordinaire. Son passé militaire, ses compétences techniques, ses liens présumés avec la CIA, tout cela fait de lui un personnage énigmatique. On a encore beaucoup à apprendre sur lui et sur son rôle éventuel dans l'assassinat de JFK. Un personnage énigmatique au cœur d'une des affaires les plus mystérieuses du XXe siècle. On dirait qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour démêler tout ça. Et justement, le Dealey Plaza Echo nous pousse à nous interroger sur le rôle de Jack Ruby, celui qui a tué Oswald 2 jours après la mort de Kennedy. On connaît l'histoire, mais le journal explore ses liens avec une certaine Candy Barr, une danseuse assez connue à l'époque. Candy Barr. Qu'est-ce qu'une danseuse vient faire dans cette histoire? C'est un peu inattendu. Le journal a publié une lettre écrite par Candy Barr elle-même. Elle y raconte sa relation avec Jack Ruby. Apparemment, ils étaient amis depuis les années 50. Elle fréquentait ces clubs. Attends, Ruby avait des clubs. Oui, il était propriétaire de plusieurs boîtes de nuit à Dallas, dont le célèbre Carousel Club Candy Bar précise qu'elle n'y a jamais travaillé, mais qu'elle y allait souvent après ses spectacles. Elle raconte même que Ruby lui a rendu visite après sa sortie de prison en 1963, lui apportant un climatiseur et 2 chiots teckel. On imagine le genre d'endroit. C'est vrai que ça nous montre que Ruby gravitait dans un milieu assez trouble, proche du crime organisé de Dallas. Mais quel est le rapport avec l'assassinat des JFK? C'est difficile à dire avec certitude. Mais cette lettre de Candy Barr suggère que Ruby évoluait dans un monde de secrets d'arrangements illégaux de règlement de compte,
Un mot qui aurait pu l'être en contact avec des personnes impliquées dans le complot contre Kennedy. C'est vrai, Ruby, le patron boîte de nuit, ami des danseuses et des gangsters. Difficile de ne pas le voir comme un personnage louche. Surtout qu'il a assassiné Oswald avant qu'il ne puisse parler. Mais le Dealey Plaza Echo ne se contente pas de fouiller dans le passé de ces personnages. Il s'attaque aussi à des éléments plus concrets, comme les incohérences dans les preuves matérielles, notamment le fameux fusil d'Oswald. Absolument. Le journal analyse en détail la carabine Mannlicher Carcano retrouvée au TSBD. Et elle remet en question la version officielle selon laquelle Oswald l'aurait transporté dans un sac en papier ce matin-là. Qu'est-ce qui ne colle pas avec cette version? Le journal compare les dimensions du fusil démonté avec celles du sac en papier retrouvé sur les lieux. Et figure-toi que c'est impossible de faire rentrer le fusil dans ce sac, même en le pliant. De plus, des témoins affirment avoir vu Oswald arriver au TSBD avec un sac beaucoup plus petit, pas du tout adapté au transport d'une arme. Ah oui, ça pose un problème. Si le fusil ne rentre pas dans le sac, comment Oswald a-t-il pu l'apporter au TSBD? On dirait que le récit officiel a quelques trous. Et le Dealey Plaza Echo ne s'arrête pas là. Il soulève aussi des questions sur le rôle du FBI dans l'enquête, notamment sur la suppression d'informations et l'obstruction à la justice. Le FBI aurait joué un rôle trouble dans cette affaire. C'est une accusation grave. Le journal cite plusieurs exemples de documents falsifiés, de témoignages manipulés, de pistes étouffées par le FBI sous la direction de J. Edgar Hoover. On a vraiment l'impression qu'ils ont tout fait pour imposer la thèse du tireur solitaire en écartant systématiquement tout ce qui pouvait la contredire. Hoover qui tire les ficelles dans l'ombre pour protéger les vrais coupables. On est en plein thriller politique. Mais le Dealey Plaza Echo ne se contente pas de ces aspects sensationnels. Il s'intéresse aussi à des aspects plus techniques, comme le travail des médecins légistes qui ont pratiqué l'autopsie de Kennedy. Oui, il a un article fascinant sur Harold Rydberg, un illustrateur médical de la Navy. Il a été chargé de réaliser des schémas des blessures de Kennedy pour la Commission Warren. Des schémas. Pourquoi ne pas avoir utilisé les photos de l'autopsie? Apparemment, les photos étaient jugées trop choquantes. La commission a préféré se baser sur des dessins. Le problème, c'est que Rydberg a réalisé ces dessins à partir des descriptions verbales des médecins légistes, sans jamais voir les photos. Des dessins basés sur des descriptions verbales. On imagine la marge d'erreur. Pas étonnant qu'il y ait des incohérences. Exactement. Et ce qui est troublant, c'est que Rydberg a ensuite tenté d'obtenir les photos de l'autopsie pour corriger ses dessins, mais on lui a refusé. Les avocats de la famille Kennedy se sont opposés catégoriquement. C'est quand même bizarre. Pourquoi refuser l'accès aux photos? On dirait qu'on voulait à tout prix éviter que la vérité éclate. Le Dealey Plaza Echo s'interroge aussi sur ce point. On sent qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, de secrets bien gardés autour de cette autopsie. C'est fou comme cette affaire est pleine de mystères. Le Dealey Plaza Echo apporte vraiment un éclairage différent sur l'assassinat de JFK. C'est loin des thèses officielles et des idées reçues qu'on nous sert habituellement. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le journal ne nous donne pas de réponse toute faite. Il nous invite à réfléchir, à douter, à formuler nos propres hypothèses. Ouais, c'est ça. Le Dealey Plaza Echo. C'est vraiment une mine d'or pour tous les passionnés de l'affaire JFK. C'est clair. On a parlé du complot de Chicago, de Thomas Halley, de Jack Ruby et de Candy Barr, des incohérences dans les preuves matérielles du rôle du FBI, des dessins de Rydberg. On a l'impression d'avoir fait le tour de la question, mais en réalité, on a juste effleuré la surface. Exactement. Et c'est ce qui est fascinant avec cette affaire. Plus on creuse, plus on découvre de nouveaux éléments, de nouvelles connexions, de nouvelles pistes. C'est un puzzle sans fin qui nous captive et nous intrigue depuis plus d'un demi-siècle. C'est vrai. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le Dealey Plaza Echo, il ne nous prend pas pour des idiots. On dirait qu'il nous considère comme des gens intelligents, capables de penser par nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, complètement. Le journal ne prétend pas détenir la vérité absolue. Il présente les faits, les témoignages, les analyses, et puis il laisse le lecteur se faire sa propre opinion. Exactement. C'est une approche honnête et rigoureuse. Franchement, ça change des discours simplistes et des conclusions hâtives qu'on entend souvent sur cette affaire. Oui, oui. On a souvent l'impression que certains veulent absolument nous faire croire à la version officielle, sans nous laisser la possibilité de douter, quoi. C'est ça. Alors que le Dealey Plaza Echo, lui, il s'adresse à un public averti, capable de discernement, qui ne se contente pas de la version officielle. Oui, un public prêt à remettre en question ses certitudes, à explorer des pistes alternatives. Voilà, un public comme nous, quoi. Exactement. On est tous les deux passionnés par cette affaire. Avides de vérité. Déterminés à comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Tout à fait. On partage avec les lecteurs du Dealey Plaza Echo cette passion pour la vérité, cette soif de justice et cette volonté de comprendre ce qui s'est réellement passé ce 22 novembre 1963. Alors, pour tous ceux qui veulent creuser un peu plus, je conseille vivement de consulter le Dealey Plaza Echo. On y trouve des infos précieuses.
Des analyses éclairantes et des pistes fascinantes qui vous permettront de vous forger votre propre opinion sur l'affaire JFK. Et puis surtout, n'oublie jamais que la vérité est quelque part. Elle nous reste juste à la découvrir. Ouais, c'est une mission qui demande du temps, de la patience et un esprit critique aiguisé. Mais l'enjeu est de taille. La mémoire d'un président assassiné. Et la confiance dans nos institutions. Alors on continue de chercher, d'enquêter, de questionner. La vérité est peut-être au coin de la rue. Merci beaucoup pour cette plongée fascinante dans l'univers du Dealey Plaza Echo. C'était vraiment passionnant. Avec plaisir. Et toi, cher auditeur, on espère que cette exploration t'a donné envie d'en savoir plus. N'hésite pas à nous faire part de tes réflexions et à bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de l'histoire.